Une grande partie de ce qui se passe dans la production alimentaire reste largement invisible pour le grand public. Les insectes, les microbes, la chimie du sol, toutes ces choses sont très petites. Mais même les grosses structures comme les tracteurs, les silos et les pulvérisateurs d'engrais ne sont visibles que si tu te trouves là où la nourriture est cultivée. Et puis si on voyait tout... As you may have realized from my intro, most of this episode is going to be in French. For the English language transcript and show notes, go to foodstudies.ca/podcast. Et maintenant, revenons au français. Merci d'avoir rompu au moins une solitude et d'avoir nous rejoints ici sur Concentré d'études sur l'alimentation, le podcast qui traite les recherches publiées dans la Revue canadienne des études sur l'alimentation. Je suis votre animateur plus ou moins bilingue, David Santo. Cet épisode couvre le sujet des pesticides, ces produits super présents dans l'agriculture industrielle et commerciale qui sont quand même très critiqués pour leurs effets problématiques sur la santé humaine et environnementale. Il reste largement méconnu du grand public, malgré un groupe dense et puissant d'acteurs qui s'efforcent de les maintenir dans les champs des agricultures, souvent en manipulant la vérité et les relations humaines. L'article sur lequel on se concentre dans cet épisode est tiré du volume 5, numéro 3 de la Revue canadienne des études sur l'alimentation, publié en septembre 2018. Dans le segment Amuse-bouche de cet épisode, Alexia Moyer partage des extraits du livre The Dorothy Perkins Canadian Gardening Book, publié en 1918, qui propose des idées assez modernes sur la façon de contrôler, ou plutôt d'essayer de contrôler, les visiteurs indésirables dans nos jardins. Elle nous apprend aussi que le mot « pesticide », en anglais en tout cas, n'est utilisé que depuis 1933. C'est intéressant, je trouve, vu que ces substances sont aujourd'hui tellement répandues. Après ça, Marie-Hélène Bacon partage des idées plus contemporaines sur la façon dont les pesticides sont devenus omniprésents, tiré de l'article « Pesticides, le talon d'Achille des politiques alimentaires canadiennes et québécoises », coécrit par Louise Vandelac et Sébastien Pétry. Et en réponse à cet article, Laure Gosselin, qui s'exprime avec clarté et criticalité, nous donne ses impressions ainsi que des recommandations pour faire avancer le mouvement anti-pesticides. Well, hi, Alexei. We've got some pretty amusing bouches for today's subject, which is the not so delicious concept of pesticide usage. What have you got for us today? I brought you a book. Oh, okay. That sounds better than eating DDT. This one is called The Dorothy Perkins Canadian Gardening Book, and it was published in 1918. So we're going back in time to a time before we actually used the word pesticides, which was recorded in the Oxford English Dictionary as 1933. Oh, I never thought about when we might have started even using the word. That's fascinating. That's why the OED is my best friend. Mm-hmm. So the question is, what does a book that's written in 1918 in a Canadian context have to say about pests and how they're dealt with? The first mention of pests in this book is linked with the idea of biological control by way of birds. Natural pesticides, like murderers of pests, eaters of pests. Exactly. So Perkins sets the stage for us. She's describing birds as a national asset. And she writes, "It is now a state duty for us to encourage birds to our city gardens and parks. Penalties are being imposed on persons found destroying birds and robbing the nests of the eggs." So I was interested to discover that she's actually referring to the Migratory Birds Convention Act of 1918 to protect migratory birds. And this was established both in Canada and the United States at this time. That's extraordinary. And it's, maybe not surprising that there were known methods of controlling things that you didn't want in your gardens or in your fields long before chemical inputs came along. Yes, as we will discover. In return for this service to helping birds, she hopes to put them to work or create a welcoming space for them to benefit her garden with birdhouses, bird bath, etc. So she writes, "Our chief aim in the summer season is to battle with sprays, fumigators, and gums in order to give vegetation a chance to shake itself free from the myriads of insects, pests, and grubs which assail our trees and flowers with such strenuous vigor. Artificial
artificial remedies would be useless, however, were it not for the birds, for it is they who rid our gardens of many of the pests which seek to destroy our labor. Now, she actually says man's labor, but I thought we might comfortably dispense with that. Sure, yes. Let's use better inclusive language. But the trade-off is less insects that eat our plants, and they bring happiness. That was an interesting point of Perkins, which is she describes a successful garden in that way, not just in terms of productivity, but also the happiness that it brings you as a gardener. It's very holistic in many ways, not just the holism of fighting pests with animals rather than encouraging animals to fight other pests, but also thinking about wellness and happiness and joy. Exactly, except when it comes to aphids, and I'll tell you why. Okay, I'm all ears. So when it comes to aphids, which are sucking the nourishment out of her roses, as she puts it, Perkins does not wax poetic. She uses a different method. She offers two suggestions. One is buy a small bottle of nicotine, follow the directions, and spray until both arms ache, and then commandeer the family's arms and continue operations. Spray under the leaves and on top of the leaves. And the second option is a whale oil soap, which is less expensive and not so effective. Now, nicotine has been used as an insecticide for hundreds of years. It is a neurotoxin, so it kills bugs. It's particularly harmful to bees, but also to humans and animals. And there are 3 main neonicotinoids currently approved for agricultural use in Canada. Well, it's interesting because I never quite put that together. When I was young, my aunt told me that she planted nicotine, which has a beautiful flower, in her garden to keep pests away. And then when I was learning about colony collapse disorder among bees, this term neonicotinoid came about, and I was like, oh, right, nicotine. The pieces start coming together. Exactly. So nicotine is often suggested or proposed as this natural option, but it has very adverse effects on us and on bees in particular. Yeah. So what we're seeing is a range of approaches in the garden. The first one, which, as you said, demonstrates an awareness of the relationality of gardening, and one which ignores it in favor of this sort of short-term efficiency. Well, and it comes back to everything that we've started relearning about relational, agroecological, permaculture, gardening, and agriculture, that these systems can survive without the use of chemical inputs. You would be probably right to point out that there is a disconnect between what you'll be talking about in terms of the agro-industrial complex and Dorothy Perkins, who's really writing for the amateur ornamental gardener. But what makes the Perkins book interesting is the way that it reminds us that the amateur gardener is never wholly separate from the ways of the world, from the discourses and the concerns of the day. And nowhere is that more apparent than in the last chapter on vegetable gardening, which opens with the directive that now we must turn from the aesthetic to the economic side of gardening. And she's referring here to the produce or starve campaign, or the food will win the war campaign. So suddenly these ornamental gardeners are being put on the front stage, and they're growing food for the nation. She says we can be productionists, and it's interesting the way she describes her garden, this new garden that she's made that is more productive, because she talks about asters being replaced with beets, or cosmos and bachelor buttons alongside cabbages. And she wonders whether the cabbages are going to be intimidated by the aristocratic flowers. But this planting scheme is interesting because it's now a very fashionable planting scheme referred to as the edimental garden. So ornamental perennials that are good looking and also good to eat. I love it. Thank you so much for bringing us back to ground level again as we dive into the very lofty and problematic subject of pesticide use. Marie-Hélène Bacon est chercheure et coordinatrice du CREPA, le collectif de recherche éco-santé sur les pesticides, les politiques et les alternatives à l'UQAM. Son expertise interdisciplinaire porte sur les politiques publiques, les systèmes agroalimentaires, l'évaluation scientifique et l'encadrement réglementaire et politique des substances chimiques, des pesticides et des technosciences, ainsi que sur leurs enjeux et impacts sanitaires, environnementaux et socio-économiques.
Marie-Hélène, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de participer à ce podcast. Je suis super excité de parler avec toi de ton article « Pesticides, le talon d'Achille des politiques alimentaires canadiennes et québécoises ». En fait, ça remonte à l'année 2018, donc on retourne un peu dans le passé, mais c'est toujours un sujet très pertinent et très au courant, beaucoup dans les médias, beaucoup d'enjeux actuels. Mais peux-tu me parler un peu de l'objectif de cet article quand vous l'avez écrit avec des co-auteurs autrices, Louise Vandelac et Sébastien Pétry. C'était quoi l'objectif en 2018 d'écrire cet article? Bien, tout d'abord, merci de m'avoir invité, David. Ça me fait très, très plaisir. On a, premièrement, l'objectif de cet article en 2018, c'était finalement de faire connaître notamment une question, la problématique des pesticides, qui était une question qui n'était pas tout à fait abordée au Québec, au Canada, toute la problématique des pesticides. Donc, l'objectif, c'était d'illustrer en fait la montée de l'utilisation des pesticides, pas uniquement dans le monde, mais au Québec et au Canada également. C'était de voir quels étaient les impacts environnementaux et sanitaires. C'était de voir le cadre de réglementation et d'évaluation de ces pesticides-là, mais aussi la façon dont les politiques canadiennes alimentaires et québécoises s'intéressaient à la question des pesticides. Donc, l'objectif, c'était vraiment de lier ces questions-là. Donc, de faire cet article qui, comme je disais à l'époque, la question des pesticides n'était pas tant présente au niveau des médias. Mm-hmm. Depuis plusieurs années, ici au Québec, au Canada en général aussi, on voit beaucoup de mouvements dans ce dossier sur les pesticides. Depuis quelques années, je pense que la Ville de Montréal a interdit l'utilisation de Roundup, de tous les herbicides à base de glyphosate. Même chose à la Ville de Québec depuis un an, je pense. Et donc, il y a vraiment du mouvement, en fait, au niveau politique aussi. Oui, effectivement. Quand on a commencé, nous avons commencé, je suis au CREPA, qui est un collectif de recherche éco-santé sur les pesticides, les politiques et les alternatives. Lorsqu'on a fondé le groupe de recherche, comme je disais, cette question-là n'était pas une question qui était très abordée. Mm-hmm. Et je crois qu'il y a eu, notamment, nous avions fait un colloque sur la question à l'ACFAS, à McGill, puis il y avait une équipe de la Semaine verte qui était venue assister à notre colloque. Et ça a donné, je dirais vraiment une visibilité à partir de ce moment-là, à ces enjeux. Et on a commencé à partir de ce moment-là que ce soit une question qui soit un peu plus traitée dans les médias. Il y a une certaine conscientisation qui a été faite et on regarde effectivement, certaines villes ont mis de l'avant des mesures pour interdire les herbicides à base de glyphosate, dont Montréal, qui c'est très, très récent. En fait, ça date de 2 ans. Mais on s'entend que c'est au niveau des utilisations municipales, ce qui est un excellent choix et c'est important, c'est fondamental. Mais lorsque l'on regarde l'utilisation des pesticides, c'est vraiment essentiellement en agriculture, beaucoup plus important qu'au niveau des villes. Mais c'est un pas nécessaire et ça envoie un message politique très important aussi au niveau du provincial lorsque les villes d'elles-mêmes mettent de l'avant des réglementations qui sont inexistantes au niveau de la province ou au niveau canadien. Juste pour prendre un pas en arrière, pour expliquer aux auditeurs qui ne comprennent pas exactement c'est quoi des pesticides ou même des herbicides, c'est-à-dire comme des herbicides à base de glyphosate. C'est quoi exactement et pourquoi c'est devenu tellement répandu dans l'agriculture en général? En fait, c'est ça. Ce dont on a abordé en 2018 est encore extrêmement actuel parce que toutes les questions qu'on a soulevées dans cet article, la problématique, les impacts, non seulement se posent encore, mais ils se posent de façon accrue parce que cette utilisation accrue des pesticides ou des herbicides, des fongicides, parce que le pesticide, c'est un mot qui va couvrir différents types de produits, que ce soit des herbicides, donc qui vont faire mourir les herbes, que ce soit des fongicides contre les champignons, que ce soit des insecticides contre les insectes, c'est regroupé sous le chapeau des pesticides. Donc, ce qu'on utilise beaucoup en agriculture, à 80%, ce sont des herbicides. Et l'herbicide qui est le plus utilisé à la fois au monde et au Canada, c'est les herbicides à base de glyphosate. Genre le Roundup, c'est ce qui est très connu au niveau commercial. Effectivement. Ouais. Donc, qu'est-ce qui a participé à l'augmentation de l'utilisation des pesticides? Il y a plusieurs facteurs. Notamment
Notamment, il y a l'introduction des organismes génétiquement modifiés, qui sont en fait des organismes qui sont génétiquement modifiés pour être arrosés de pesticides sans en mourir ou même d'en produire à même la plante. Et ça a encouragé vraiment une augmentation énorme des herbicides à base de glyphosate notamment. Donc ça a été un facteur de croissance d'utilisation des pesticides qui a été très, très important de plusieurs années. Un autre facteur, je dirais, qui a beaucoup contribué à l'utilisation de ces produits-là, c'est l'évaluation et la réglementation qui est faite des pesticides, que ce soit au Canada, aux États-Unis, mais dans une moindre mesure en Europe, qui a des normes qui sont plus importantes, qui utilisent le principe de précaution, qui fait que en bout de ligne, il y a beaucoup plus de produits qui sont interdits dans l'Union européenne qu'au Canada ou aux États-Unis. Et là, on parle d'à peu près, il y a presque 500 produits pesticides qui sont interdits dans l'Union européenne, alors que le Canada n'en interdit que 32. Et ça, c'est vraiment lié notamment à l'influence de l'industrie sur la façon dont on évalue et on réglemente ces produits toxiques-là. Alors, je vais vous donner un exemple qui est au cœur vraiment de l'évaluation, c'est qu'on évalue la molécule dite active. Donc, dans les herbicides à base de glyphosate, on évalue le glyphosate seul. Sauf que jamais de glyphosate seul qui était pendu dans un champ, ce sont des formulations. Et ces formulations-là sont jusqu'à 1000 fois plus toxiques que l'ingrédient dit actif. Wow, OK. Ce qui fait que ça biaise l'évaluation parce que on revient à dire que c'est pas toxique alors que les herbicides à base de glyphosate contiennent des métaux lourds tels que du plomb, du cadmium, des résidus de pétrole qui sont extrêmement toxiques. Au Canada, alors que c'est interdit en Europe, les POEA sont admissibles, qui sont aussi liés aux résidus de pétrole. Et ça a été interdit en Union européenne à cause de la toxicité de ces produits-là. Mais nous, au Canada, on peut utiliser jusqu'à 20% de POEA dans les herbicides à base de glyphosate. Ce qui fait que, en bout de ligne, tous les produits sont dits évalués, mais sont pas évalués de la bonne façon, ni à long terme, et reposent essentiellement sur des études qui sont produites par l'industrie. Ce qui fait que le gouvernement canadien, donc l'ARLA qui est chargé d'évaluer les pesticides au Canada, dans son renouvellement des herbicides à base de glyphosate en 2017, a ignoré toute la littérature scientifique indépendante sur la toxicité de ces produits-là, alors que depuis 10 ans, à l'époque, il y avait eu une grande quantité d'études scientifiques très, très concluantes sur l'impact toxique des herbicides à base de glyphosate. Et que d'autre part, l'industrie agrochimique avec Monsanto ou désormais Bayer, qui a été racheté par Bayer, ont mis en œuvre toutes sortes de tactiques en coulisses pour justement influencer, pour cacher la toxicité de ces produits-là et d'influencer l'évaluation et la mise en marché de ces produits-là. Et ça a été des manœuvres qui ont été révélées notamment dans les Monsanto Papers, qui dans le cadre des poursuites judiciaires aux États-Unis contre Monsanto, de gens qui sont atteints du cancer des lymphomes non-hodgkiniens, ce sont des papiers qui ont été divulgués et qui ont montré en fait toutes les manœuvres de l'agro-industrie de Monsanto dans ce cas-ci pour cacher la toxicité de ces pesticides. Oui, parce qu'évidemment, c'est non seulement une question de promouvoir la productivité agricole, mais aussi de faire de l'argent. C'est très rentable, ce produit. Exactement. Et c'est le cas de la plupart des pesticides, que ce soit des néonicotinoïdes qui sont extrêmement toxiques, 5000 fois plus que le DDT. On a le paraquat qui sont associés notamment à la maladie de Parkinson. Et non seulement on en utilise de plus en plus, qui sont de plus en plus toxiques, et on n'évalue pas non plus le mélange de tous ces produits. Donc non seulement on n'évalue pas la formulation en tant que telle, mais on n'évalue pas les nombreux pesticides qui se retrouvent un peu partout, parce qu'on vit littéralement maintenant dans une soupe chimique. Ouais, donc les effets combinatoires dont Exactement. On appelle ça notamment des effets cocktails, qui fait que, par exemple, si on a une toxicité de 2 produits, celle-ci va être multipliée si les 2 sont mis ensemble, et ainsi de façon croissante. Donc, cette façon-là d'évaluer et de réglementer les pesticides a beaucoup participé à la multiplication d'utilisation des pesticides, à la fois au Canada, mais également dans le monde. Là, c'est pas uniquement ici. Mais c'est certain que, par exemple, nous avons beaucoup de monocultures intensives des OGM, que ce soit le maïs, soya, canola, vraiment de façon supérieure à, par exemple, l'Europe.
Donc, ce qui fait que aussi on a des taux d'utilisation de pesticides qui sont très importants, comme aux États-Unis d'ailleurs. Donc, actuellement, est-ce que c'est plutôt le Québec ou le Canada qui est plus à l'avance de l'interdiction de l'utilisation de ces produits? Est-ce que nous sommes plus ou moins au même niveau? Est-ce que ce sont les mêmes enjeux qui ont un effet sur les politiques au niveau national et puis national? Il y a il y a une répartition des pouvoirs. Au niveau fédéral, le gouvernement fédéral est vraiment chargé d'évaluer et d'autoriser les pesticides, alors que le Québec a quand même la possibilité d'en interdire la vente. Donc, le Québec a pris certaines mesures pour, par exemple, tenter de limiter l'usage de l'atrazine et de certains nécotinoïdes avec une prescription agronomique, qui a donné des résultats concluants. Mais il faut quand même comprendre que l'atrazine est interdite en Europe depuis 2011, 2014. Je me rappelle plus exactement, mais ça fait très, très longtemps que ce produit-là est interdit ailleurs. Et au Canada, on s'en sert encore. Donc, le Québec a fait un pas de l'avant pour l'utilisation de ces produits-là, mais il y en a d'autres qui sont venus à partir du moment qu'on interdit 3 ou on met une prescription agronomique sur 3 néonicotinoïdes. Il y en a d'autres qui sont mis sur le marché, d'autres produits qui s'avèrent parfois même plus toxiques qui sont mis sur le marché. Et on n'observe aucune diminution de l'usage des pesticides, au contraire. Le Québec a mis de l'avant depuis 92 qui met de l'avant des plans de réduction des pesticides. En 92, il voulait réduire de 50%, et non seulement ça n'a jamais été atteint, mais comme je le disais, on augmente toujours. Ouais. Et on a à peu près une dizaine de pesticides qui sont plus utilisés que les autres. Donc, la diminution, les politiques qui sont mises de l'avant afin de réduire cette utilisation-là ne sont pas efficaces. Et comme tout dans les systèmes alimentaires, ce sont des enjeux systémiques qui sont très difficiles à résoudre et très difficiles à contrer. Ça semble que le travail du CREPA, du collectif de recherche éco-santé sur les pesticides, les politiques et les alternatives. Donc, quelles sont les alternatives ou quelles sont les directions que poursuit CREPA actuellement? C'est justement, en fait, ce qui est intéressant, j'allais dire, c'est que à force d'avoir travaillé depuis plusieurs années sur la question des pesticides puis des impacts sanitaires qui sont sur l'environnement, sur la biodiversité, sur, comme tu disais auparavant, ce sont des enjeux systémiques qui sont extrêmement importants où il faut lier vraiment santé, environnement, système agroalimentaire. Et je pense que c'est essentiel. Et c'est un travail que le CREPA, parce que c'est vraiment un groupe de recherche interdisciplinaire, que nous sommes justement parvenus à lier ces enjeux-là. Et je crois que ça fait l'originalité aussi de notre démarche, mais également de nos articles, c'est de pouvoir lier à la fois ce qui sont des enjeux de politique publique, des enjeux de santé, d'environnement, d'agroalimentaire, des enjeux économiques également, et de pouvoir lier tous ces aspects-là et de le replacer finalement avec des sous un regard, une loupe d'enjeux plus globaux. Et je crois que ça a été toujours l'originalité et la force de notre groupe de recherche et de nos travaux. Et pour ce qui est de l'avenir, en fait, justement, je crois qu'après avoir travaillé pendant des années sur ces questions-là, qui restent essentielles, mais faut pas se le cacher, la situation se détériore à tous les niveaux. On voit un recul majeur à ce niveau-là également en Europe, alors que d'un autre côté, on voit une montée des problèmes de santé qui sont dus justement aux pesticides, notamment que ce soit leur fonction perturbatoire endocrinienne, les cancers, les maladies neurologiques. Donc, c'est profondément décourageant, je dois vous avouer. Et lorsqu'on écrit, on parle, on donne des conférences sur ces questions-là et on voit que la situation s'améliore pas, que de plus en plus de produits qui sont toujours toxiques qui sont mis en marché et l'influence vraiment, on parle de capture de l'industrie au niveau scientifique, au niveau réglementaire, à plusieurs niveaux. On se dit, bon, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et je crois que vraiment, c'est de se tourner sur justement les alternatives, le changement de ce système agroalimentaire, industriel, basé sur les monocultures intensives, arrosées de pesticides, évidemment. Donc, l'idée, c'est de se dire, bon, comment on fait pour se sortir de ce tapis roulant, finalement? Et donc, c'est de vraiment changer, pas uniquement l'agriculture, mais le système agroalimentaire. Ouais. Donc, on parle vraiment. On est dans un système, effectivement, c'est systémique. Souvent, en Europe, on dit il y a une politique du champ à l'assiette qui exprime bien l'ampleur des changements à apporter. Et il y a des directions, notamment l'agroécologie, qui est extrêmement intéressante comme mouvement. Ça se développe beaucoup au niveau mondial.
Au Québec, au Canada, pas tant que ça reste marginal, mais on est en train de travailler pour justement introduire ces questions-là parce que c'est vraiment le modèle agroécologique, non seulement axé sur la souveraineté alimentaire qui est extrêmement importante, Absolument. Mais également d'avoir des avantages à la fois économiques pour les agriculteurs et les agricultrices qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts, qui sont atteints de problèmes de santé également, qui sont extrêmement atteints par ce modèle qui sont pas du tout à leur avantage. Donc, repenser Tout. tout, effectivement, tout. C'est vraiment, c'est le système qui doit être repensé. C'est tellement difficile, mais je te remercie tellement de ce travail, de cet article et d'avoir participé au podcast. Ben, ça m'a fait extrêmement plaisir. Ce fut très bref parce qu'il y a tant de choses à dire. C'est ça. On a été à la surface des choses, mais ça m'a fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Et maintenant, Laure Gosselin nous donne son avis sur l'article de Marie-Hélène avec une vision globale basée sur ses propres recherches internationales et intersectorielles. Laure est candidate au doctorat en sciences politiques et ses travaux de recherche portent sur la contestation des normes internationales liées à l'agriculture, le climat et la biodiversité. Elle est également coordinatrice de plusieurs projets de recherche-action sur la justice alimentaire à Montréal en collaboration avec le Conseil de système alimentaire montréalais et plusieurs partenaires communautaires. Je m'appelle Laure Gosselin. En ce moment, je poursuis un doctorat en sciences politiques en co-tutelle à l'Université Laval et à la Technische Universität Dresden, en Allemagne. Et depuis janvier 2025, j'occupe également le poste de coordinatrice de recherche pour le Forum Recherche-Action alimentaire de Montréal. Dans ma thèse, j'étudie les discours relatifs au développement durable dans les systèmes alimentaires. J'ai identifié une tendance générale relativement préoccupante qui est d'aborder ce sujet principalement sous l'angle du climat et en mettant de l'avant des solutions technologiques. Je trouve que c'est un problème car cela tend à reléguer au second plan d'autres enjeux essentiels comme la biodiversité, l'accès à la terre ou les inégalités sociales. Dans mon travail, je cherche à mettre en évidence l'importance de comprendre pourquoi certaines idées et certaines conceptions de l'agriculture durable gagnent en popularité. Alors que ces solutions, qu'on appelle des solutions vertes, ne sont en réalité que des trompe-l'œil au service de l'agro-industrie. Ces fausses solutions ne remettent pas souvent en cause le statu quo de l'agriculture industrielle, qui est pourtant à l'origine de tous les problèmes que nous voyons actuellement en agriculture. Je trouve que cet article explique très bien la manière dont les politiques publiques sont façonnées par les lobbies agro-industriels, et en particulier ceux liés aux OGM et aux pesticides. Évidemment, cela rejoint directement mes recherches sur les discours dominants autour du développement durable, puisque l'article montre la manière dont certaines visions, centrées sur la productivité, la technologie et le commerce international, en viennent finalement à marginaliser d'autres enjeux cruciaux comme la biodiversité, la justice sociale ou les inégalités. Ce que j'ai trouvé particulièrement éclairant, c'est que l'article illustre précisément comment les intérêts industriels captent les politiques publiques au détriment de la santé publique et de l'environnement. Pour mes propres recherches, cela m'encourage à explorer davantage la manière dont les discours se traduisent ou non en loi et en réglementation. Je vais vous partager un exemple. Au Québec, les intérêts privés continuent de bloquer les avancées législatives. En 2019, un lanceur d'alerte, Louis Robert, qui était agronome au MAPAC, a révélé l'existence d'un conflit d'intérêts majeur concernant les agronomes, qui pouvaient à la fois conseiller les agriculteurs et vendre des pesticides. Certains recevaient même des incitatifs financiers pour en vendre plus. Il y a eu une commission parlementaire. En 2022, il y a eu même un projet de loi qui visait à séparer conseil et vente pour protéger le public. Mais sous la pression de l'industrie, cela n'a pas abouti. Des amendements ont été faits au code de déontologie des agronomes, mais la loi n'a finalement pas été promulguée. Et les conflits d'intérêts persistent. C'est d'ailleurs un lobbyiste de l'industrie des fertilisants qui avait été nommé directeur de l'Ordre des agronomes du Québec. Donc on imagine difficilement comment le Québec pourrait drastiquement réduire son utilisation de pesticides dans ces conditions. Ce que je recommanderais aux lecteurs et aux lectrices, et en particulier ceux qui travaillent en politique alimentaire ou en agronomie, c'est de remettre en question les discours dominants qui présentent une solution technologique comme indispensable à la production agricole. C'est vraiment pas anodin. Parce que oui, si l'objectif est d'exporter toujours plus, alors les pesticides apparaissent comme nécessaires. Mais cela se fait au prix de la contamination des sols, des cours d'eau et ultimement de la santé publique. Donc je pense que c'est très important de se demander quels sont les autres modèles agricoles possibles.
Parce qu'après tout, pourquoi est-ce qu'il faudrait produire avant tout pour les marchés internationaux? Est-ce qu'on ne pourrait pas, à la place, se demander à quoi ressemblerait une agriculture locale, durable, et à quoi ressemblerait être souverain en tant que pays pour notre agriculture? J'inviterai donc les lecteurs et les lectrices de cet article à réfléchir à comment on pourrait soutenir des politiques et des programmes en agriculture biologique, comment on pourrait soutenir des réseaux de production alternatifs, comment encourager l'agriculture urbaine, là où c'est possible, et comment surtout accompagner les agriculteurs et les agricultrices qui sont pris dans ce système économique-là, comment les accompagner pour qu'ils puissent transitionner vers des pratiques plus durables. Et je pense que ce dernier aspect est très important si on veut avoir une transition écologique en agriculture qui soit aussi juste pour tout le monde. Donc évidemment, le défi est considérable, mais je pense qu'un des premiers endroits où il faut regarder, c'est essayer de faire pression sur les institutions comme le MAPAC ou comme Agriculture et Agroalimentaire Canada, parce que ce sont les acteurs qui peuvent élaborer des politiques en matière de pesticides qui s'alignent sur les recommandations des organisations internationales. Au lieu de mettre de l'avant les impératifs économiques, il faut qu'on commence à mettre de l'avant les impératifs de santé publique et de durabilité. Quand j'étais jeune, mes parents essayaient d'empêcher les écureuils et les oiseaux aussi de manger nos tomates et nos haricots en aspergeant sur les plantes un mélange de sauce tabasco, d'huile d'ail et de poudre de chili. Ça n'a pas marché. Je pense que les petits voleurs de légumes ont plutôt aimé le condiment qu'on avait appliqué. Alors, quand j'ai appris plus tard qu'il y avait des intrants agricoles comme les engrais chimiques, les pesticides de toutes sortes, je me suis dit « Wow, quelle super solution! » Bien sûr, je n'avais aucune idée à quel point beaucoup de ces produits sont mauvais pour nous tous, pas seulement pour les petites bêtes qu'on essayait de repousser. Donc, est-ce qu'il n'est pas le temps que nos décideurs politiques et nos leaders agricoles s'opposent aux normes d'évaluation scientifique médiocres et aux lobbyistes et spécialistes du marketing qui semblent se ficher des dégâts causés par ce type de production alimentaire? Un grand merci à mes invités Alexia Moyer, Marie-Hélène Bacon et Laure Gosselin pour nous avoir saupoudrés de connaissances durables. La production exécutive de l'émission est assurée par Rachel Engler-Stringer, Laurence Godin, Charles Levko, Phil Loring et Kristen Lowett. Je suis David Santo. Or David Santo. If you've made it through the duolinguality of this episode and you're still holding on, I offer you my gratitude for thinking and acting beyond linguistic lines. We are all in this together, however we express ourselves. Et n'hésite pas à laisser un commentaire en français ou en anglais pour que plus de gens partout au monde puissent découvrir le podcast. En tant que cultivateur débutant et de très petite échelle, de tomates, de piments, de concombres, de feuilles de moutarde, de capucines et de kale sur mon balcon, je suis tellement impressionné par ce que ces plantes peuvent faire. Elles commencent en semences minuscules, deviennent grandes et luxuriantes, puis produisent des comestibles incroyablement bons. Elles ont aussi tendance à moisir ou à jaunir avant la récolte et parfois les fleurs abondantes ne sont jamais pollinisées. J'ai du mal à imaginer à quel point ça doit être stressant si on dépendait de ces dynamiques pour gagner sa vie.